Bonjour, Azul Flowen. Je suis Liliane, votre enseignant du module éthique et déontologie. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à l'université de Tizi Ouzou, où vous avez arraché votre place avec mérite après une année de travail dur et acharné qui vous a permis d'obtenir le baccalauréat. Vous avez franchi avec succès les portes de cette université, un accomplissement qui témoigne de votre engagement envers l'éducation et de votre désir de réaliser d'autres exploits académiques. À l'université, et au cours de votre parcours, vous rencontrerez inévitablement des défis, mais rappelez-vous que la réussite ne découle souvent que de l'effort soutenu et de la résilience face à l'adversité. C'est dans la poursuite constante de la connaissance que l'on trouve la véritable réussite. Chaque cours que vous suivrez, chaque livre que vous lirez, chaque discussion que vous engagerez vous rapprochera de votre objectif. C'est en combinant votre curiosité intellectuelle avec un travail acharné que vous réaliserez des accomplissements remarquables. Encore une fois, bienvenue parmi nous, dans votre seconde famille qui vous souhaite une excellente année universitaire où tous vos efforts et vos sacrifices seront récompensés à la fin par un sacré succès. Concernant les cours du module, ils vous seront présentés conjointement avec mon collègue Adriane, et sous la direction de Monsieur Lounès Arzi. Maintenant permettez-moi de commencer avec cette brève introduction. L'université, en tant qu'institution d'enseignement supérieur, incarne un environnement unique où l'acquisition du savoir et le développement intellectuel convergent. Au cœur de cette expérience éducative se trouve un concept fondamental, la discipline. La discipline n'est pas une contrainte imposée, mais plutôt une clé essentielle pour déverrouiller les portes de la connaissance profonde. Elle représente la capacité d'un individu à s'engager de manière rigoureuse, responsable et autonome dans la quête de la compréhension et du savoir. La discipline au sein de l'université est bien plus qu'une simple règle à suivre. Elle est un moyen d'atteindre un apprentissage significatif, de favoriser la croissance personnelle et de préparer les étudiants à une vie de succès et d'accomplissement, où ils sont mieux préparés à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent. Pour atteindre ces objectifs, et avant toute autre considération, cette discipline sert de catalyseur pour l'apprentissage, la croissance personnelle et la préparation à une vie de réussite et d'accomplissement. Plusieurs objectifs et aboutissements sont recherchés par l'instauration de la discipline au sein de l'université, notamment pour l'étudiant qui reste sa composante essentielle. 1. Favoriser la consistance. La discipline encourage les étudiants à suivre un horaire régulier, à respecter les échéances et à maintenir une présence constante en classe. Cette régularité favorise une absorption continue des connaissances. 2. Développer la persévérance. L'université peut être exigeante, mais la discipline aide les étudiants à surmonter les obstacles et à persévérer face aux défis académiques. Cette résilience est transférable à d'autres aspects de la vie. 3. Encourager la gestion du temps. La discipline implique une gestion efficace du temps, une compétence vitale dans la vie professionnelle et personnelle. Les étudiants apprennent à hiérarchiser leurs tâches et à travailler de manière plus productive. 4. Favoriser l'apprentissage profond. En s'engageant de manière disciplinée dans leurs études, les étudiants sont plus susceptibles de rechercher une compréhension approfondie plutôt que de mémoriser superficiellement. Cela conduit à une véritable maîtrise et développement du sens de raisonnement et de réflexion. 5. Cultiver l'autonomie. La discipline enseigne l'autodiscipline, ce qui permet aux étudiants de devenir plus autonomes dans leur apprentissage. Ils apprennent à chercher activement des ressources, à poser des questions et à prendre des initiatives. 6. Préparer à la vie professionnelle. Les employeurs recherchent souvent des individus disciplinés et organisés. La discipline universitaire prépare les étudiants à être des professionnels compétents et fiables. 7. Favoriser le développement personnel. En se poussant au-delà de leurs limites, les étudiants développent leur confiance en eux et leur estime de soi. La discipline les pousse à explorer de nouvelles idées et à se remettre en question. Pour arriver à ces fins, une discipline doit donc régner au sein de l'université, que ce soit pour le personnel, responsable, enseignant, personnel administratif, ou pour l'étudiant. Mais la discipline au sein de l'université ne doit pas être aperçue comme étant une discipline autoritaire et répressive, bien au contraire, elle est fondée sur un ensemble de règles, de principes et de valeurs, qui régissent les rapports et les relations de la société humaine, et qui dictent sans ambages, la conduite à tenir envers son semblable et envers soi-même.
On en parle dès lors d'une discipline dont les assises et les racines sont ancrées dans la morale, l'éthique, la déontologie et les règles de droit. Chapitre 1. Notions fondamentales. Dans ce premier chapitre, nous allons voir les notions fondamentales indispensables pour chaque personne faisant partie de l'université. Dans un premier temps, nous allons voir les définitions de la morale, de l'éthique, de la déontologie et enfin du droit. Dans un second temps, nous allons tenter de distinguer entre toutes ces notions qui semblent avoir la même signification, mais qui, en réalité, se détachent et se différencient substantiellement. Premièrement, définition. 1. La morale. Étymologiquement, le mot « morale » trouve son origine dans le latin « morales », signifiant « lié aux coutumes ». La morale englobe un ensemble de normes façonnées par la culture, l'éducation, les traditions et la vie quotidienne, servant de guide pour les comportements humains au sein de la société. Elle constitue l'une des 3 composantes de la philosophie, aux côtés de la logique et de l'éthique. Les règles établies par la morale définissent la manière dont les individus doivent agir. La morale est étroitement liée aux valeurs et aux conventions établies de manière collective au sein de chaque culture ou société, à partir de la conscience individuelle, qui permet de distinguer le bien du mal, ainsi que la violence des actions basées sur la paix et l'harmonie. Des principes moraux tels que l'honnêteté, la bienveillance, le respect, la vertu, etc., jouent un rôle prépondérant dans la définition du sens moral de chaque individu. Ce sont des valeurs universelles qui gouvernent le comportement humain et favorisent des relations saines et harmonieuses. À titre d'exemple, le fait qu'un étudiant, par un comportement anormal crée un environnement hostile et stressant pour les autres, constitue une atteinte aux règles morales de respect, de la tolérance et du bien-être de ses pairs et va dans le sens opposé des normes morales attendues par la communauté universitaire. Les règles morales peuvent être diffusées comme de simples habitudes qui se sont imposées progressivement au sein d'un groupe social, telles que les règles de politesse et du civisme. Ces règles sont appelées « règles relatives » car elles sont propres à un groupe ou une société donnée. D'autres règles peuvent être énoncées explicitement comme des normes absolues, invariables dans le temps, elles sont dites universelles. 2. L'éthique. Tirée du mot grec ethos, qui signifie « manière de vivre », l'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse aux comportements humains, et plus précisément, à la conduite des individus en société. L'éthique fait l'examen de la justification rationnelle de nos jugements moraux, elle étudie ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Dans un sens plus large, l'éthique réfléchit sur la personne humaine et sur son interaction avec la nature et les autres hommes, sur la liberté, sur la responsabilité et sur la justice. On peut dire, de façon générale, que l'éthique, dès lors qu'elle s'engage à réfléchir sur le rapport qui existe entre les hommes et le monde, a le souci de l'autonomie de la personne. Cette autonomie est la condition première de la prise de décision éthique et de toute analyse objective des faits. L'autonomie se manifeste lorsqu'un individu choisit, dans un processus décisionnel, de s'affranchir, autant que faire se peut, de ses conditionnements. Dans la mesure où cette opération suppose une lucidité certaine, permettant de juger objectivement et de décider de l'orientation à prendre, on comprend que la pratique de la décision éthique soit chose difficile à réaliser. 3. La déontologie, théorie de devoir. Le terme « déontologie » plonge ses racines dans le grec ancien, plus précisément dans le mot « déontos », qui évoque le concept de devoir. Dans son acception usuelle, il fait référence aux obligations qui incombent à des individus dans le cadre de leur activité professionnelle. La déontologie représente un ensemble d'exigences et de règles spécifiques à un domaine particulier ou à une profession donnée. Ces règles trouvent leur assise dans un socle de valeurs morales et de normes éthiques, établissant ainsi une trame éthique sur laquelle se dessinent les contours de la conduite professionnelle. Ce corpus de règles s'applique aussi bien aux membres d'une même profession, qu'il s'agisse de médecins, d'avocats, de pharmaciens, et autres, qu'aux individus au service d'un même employeur, tels que les fonctionnaires de l'administration publique. Les obligations partagées par un groupe professionnel reflètent des valeurs et des principes jugés fondamentaux. Parfois, ces préceptes sont consignés dans un code de déontologie, également connu sous l'appellation de « morale professionnelle ». Les codes de déontologie, généralement élaborés par les ordres professionnels, assument 2 fonctions primordiales. D'une part, ils visent à protéger l'intérêt du public en instaurant un cadre d'action éthique pour les professionnels, et d'autre part,
Il cherche à préserver la réputation et l'intégrité des membres de la profession. Ces deux piliers deviennent vulnérables en cas de violation des codes. Cependant, il est important de comprendre qu'une charte de déontologie énonce des règles simples et claires régissant l'ensemble des activités professionnelles au sein d'un métier, quel que soit le niveau de responsabilité. Cette charte, tout en insistant sur le respect des droits et devoirs de tous, aborde des aspects tels que la prévention des conflits d'intérêts, la conformité avec les lois et les conventions nationales, l'adhésion à un code de conduite externe, et le strict respect des règles établies. En outre, une charte de déontologie s'adosse aux dispositions législatives, réglementaires et institutionnelles qui régissent les activités professionnelles correspondantes. 4. Le droit. La règle de droit est une règle de conduite établie au sein de la société par les représentants du peuple, et elle s'applique à tous les membres de cette société. Elle a pour objectif de protéger à la fois l'individu et la communauté, en équilibrant les intérêts généraux avec les libertés individuelles. La règle de droit définit nos droits et nos devoirs, pouvant ainsi interdire ou punir des actions dangereuses ou préjudiciables à soi-même ou à la société. La règle de droit se distingue par les caractéristiques essentielles que voici. Elle est impérative, ce qui signifie qu'elle doit être suivie par tous. Elle est générale et abstraite, s'appliquant de manière impersonnelle. Seule la règle de droit est sujette à des sanctions imposées par l'État en cas de violation, ce qui crée une obligation incontournable pour tous les citoyens. Ces sanctions peuvent prendre différentes formes, telles que des peines pénales, comme des amendes ou des peines de prison, des réparations civiles, comme des dommages et intérêts, ou des sanctions administratives, comme le retrait de permis de conduire. Les autorités de l'État, en particulier les magistrats, sont responsables d'appliquer ces sanctions, parfois en faisant appel à la force publique. L'ensemble des règles de droit constitue ce que l'on appelle le droit positif, définissant ce qui est autorisé ou interdit au sein de la société. Maintenant je cède la parole à mon collègue Adrian pour vous présenter le deuxième élément du cours. Merci Liliane. Bonjour chers étudiants. À mon tour je vous souhaite la bienvenue parmi nous, et je vous souhaite une excellente année académique. Après avoir vu les définitions de ces différentes notions, nous allons tâcher à présent de faire la distinction entre tous ces concepts et faire ressortir leurs points de convergence et de divergence. Nous allons d'abord distinguer entre l'éthique et morale, puis entre éthique et déontologie, et enfin entre la règle de droit et la morale. Distinction entre éthique et morale. Les termes « morale » et « éthique » sont intrinsèquement liés à la sphère des valeurs et des principes moraux, mais se demander s'ils sont synonymes ou s'ils portent des significations distinctes, est une question complexe qui a suscité diverses réflexions au fil du temps. Pour certains penseurs, morale et éthique sont considérés comme interchangeables, trouvant leurs racines dans le latin « mores » et le grec « ethos », qui signifient tous deux « mœurs ». Cependant, d'autres voient une distinction fondamentale entre ces deux termes, ce qui a donné naissance à une division conceptuelle. La morale se réfère à un ensemble de valeurs et de principes qui servent de guide pour distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, et l'acceptable de l'inacceptable. Elle prescrit des normes auxquelles il convient de se conformer. Par exemple, on peut dire que « ce que j'ai fait en dénonçant l'agression dont j'ai été témoin est conforme à la morale » ou que « la morale exige de rendre à chacun ce qui lui revient de droit ». À travers les époques et les cultures, différentes conceptions de la morale ont émergé, chacune étant appelée une « morale ». En revanche, l'éthique ne se limite pas à un ensemble de valeurs ou de principes particuliers. Elle représente une réflexion argumentée visant à déterminer comment agir de manière vertueuse. Elle nous invite à questionner les valeurs morales et les principes qui devraient guider nos actions dans diverses situations, dans le but de les aligner avec ces normes. L'éthique peut être explorée à différents niveaux, certains plus fondamentaux et d'autres plus pratiques, se divisant ainsi en divers domaines. La morale propose un ensemble de valeurs et de principes, tels que la charité et le pardon. En revanche, l'éthique va au-delà de ces normes spécifiques, engageant une réflexion sur la manière dont ces principes moraux devraient être interprétés et mis en pratique dans différentes circonstances. Ainsi, la distinction entre morale et éthique réside dans le fait que la morale se concentre sur les normes établies, tandis que l'éthique engage une réflexion approfondie sur la manière dont nous devrions agir en accord avec ces normes, offrant ainsi une perspective plus nuancée et réfléchie sur nos actions et décisions. 2. Distinction entre éthique et déontologie. La déontologie, comme on l'a signalé plus haut, englobe l'ensemble des devoirs et des obligations qui s'imposent aux membres d'un ordre professionnel ou d'une association. De manière similaire aux lois, les règles déontologiques s'appliquent uniformément à tous les membres du groupe, quel que soit le contexte professionnel.
Une autorité est désignée pour veiller à leur respect et pour imposer des sanctions en cas d'infraction sur la base d'un code de déontologie. Il est essentiel de noter que la conformité à la déontologie ne nécessite pas nécessairement une réflexion sur les valeurs sous-jacentes, ni même le partage de ces valeurs. En revanche, l'éthique adopte une approche diamétralement opposée, en encourageant le professionnel à examiner les valeurs qui motivent son action et à choisir en conséquence la conduite la plus appropriée. Cette première distinction engendre plusieurs autres différences significatives. Tout d'abord, la source de la contrainte diffère entre déontologie et éthique. L'action fondée sur les valeurs découle généralement de la décision individuelle de l'acteur, tandis que la déontologie impose ses règles par le biais d'une autorité extérieure. Ensuite, la manière dont l'action appropriée est définie varie entre les deux approches. La déontologie est souvent très précise concernant les actions à entreprendre ou à éviter dans les situations courantes de la pratique. Lorsqu'une situation est réglementée par une règle unique, la conduite à adopter est préétablie. Cependant, lorsqu'il y a conflit entre deux règles ou plus, il peut être plus complexe de déterminer la conduite à suivre. L'éthique, en revanche, n'impose pas une conduite précise à l'avance, mais propose une méthode de réflexion pour trouver la meilleure action, en particulier dans les cas de conflit de valeurs ou lorsque l'action conforme aux règles suscite des questions du point de vue de l'idéal professionnel. En ce qui concerne l'ouverture à d'autres points de vue sur les valeurs, la déontologie distingue souvent les obligations du professionnel envers différentes parties prenantes, telles que le public, le client et la profession. Toutefois, elle tend à privilégier un seul point de vue, celui de la profession, dans l'ensemble de ses règles. En contraste, la réflexion éthique est ouverte au point de vue de toutes les personnes ou groupes dont les valeurs ou les intérêts sont affectés par une décision. Elle aide, dans le cas d'un professionnel, à résoudre les situations où les obligations envers le client et envers le public sont difficiles à concilier, de même que les situations où les valeurs de la profession entrent en conflit avec d'autres valeurs ou intérêts dignes de considération. Enfin, en ce qui concerne la responsabilité par rapport aux conséquences, la déontologie se concentre principalement sur la conformité de l'action à la règle, sans nécessiter une réflexion ou une justification approfondie des conséquences. En revanche, l'éthique engage la personne à assumer la responsabilité des conséquences de son action, même lorsqu'il se conforme aux règles. Elle le pousse à minimiser les effets négatifs de sa décision, à être capable de la justifier sur le plan des valeurs, à reconnaître l'impact négatif de son choix, et à proposer des solutions lorsque cela est possible. 3. Distinction entre la règle de droit et la morale. Les règles morales, qui visent au perfectionnement de l'homme et à indiquer ce qui est juste, doivent être distinguées des règles de droit qui ont pour objectif l'ordre social. Ces dernières sont plus étendues, plus complètes, plus précises, plus concrètes que les règles morales qui sont très générales. La différence essentielle est que les règles de droit, qui ont un caractère obligatoire, sont assorties de sanctions par la puissance publique. La sanction morale n'est, en effet, pas suffisante pour empêcher l'infraction et obliger l'auteur à réparer les conséquences de ses actes. Voilà, c'est la fin de ce premier cours, j'espère que vous avez bien compris ces notions fondamentales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le compte learning de votre enseignant chargé du module, ou à son adresse mail arzilounes@gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine pour voir les sources de l'éthique et de la déontologie.